Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pensée des critiques, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Ça va super et toi, comment ça va? Ma foi, fort bien. Et alors nous allons rentrer sur ton terrain parce que nous Oui, allons discuter d'un film live-action Disney qui est sorti en 2015 qui s'intitule en français À la poursuite de demain ou en VO, c'est quand même mieux, hein, Tomorrowland, réalisé quand même par un metteur en scène qui a fait de très bons films dans sa carrière, notamment d'animation, Brad Bird, mais c'est son deuxième film live action après Mission Impossible, Ghost Protocol, il me semble, c'est ça. Mais c'est celui qui avait fait, évidemment, on le présente plus, Les Indestructibles 1 et 2, et aussi Le Géant de Fer. Et qui retrouvons-nous au casting de ce métrage de science-fiction d'anticipation? Un certain George Clooney dans le rôle principal, un peu à contre-emploi. Hugh Laurie est là, oui, Dr House en personne qui se lance enfin dans un grand rôle au cinéma. Et au niveau actrices, jeunes actrices d'ailleurs, Britt Robertson, qu'on a pu voir dans la série Honor de Dome, ou encore la toute jeune, vraiment, Rafi Cassidy, qui joue Athéna. On n'en dit pas plus sur ce rôle pour l'instant. Et alors, pour faire simple, il s'agit ici de l'adaptation d'un des thèmes parc d'attractions Disney, Tomorrowland, à travers une sorte de potentielle dystopie, utopie, on ne sait pas trop. On va suivre deux personnages qui vont se trouver en fait, d'un côté une brillante adolescente nommée Casey Newton, et de l'autre un gars un peu aigri, qui a été jeune pourtant, hein, le personnage de George Clooney qui s'appelle Frank, j'ai plus son nom de famille, alors Frank Walker. Frank Walker. Ah, j'ai l'impression d'être la version française québécoise, Frank Walker. Mais donc ces deux personnes qui en fait sont des terriens, comme vous et moi, mais qui ont été en contact avec un monde plus ou moins futuriste dans un univers parallèle, nommé Tomorrowland, qui est accessible à travers un pins, sans en dire plus, et qui serait là pour quelque part mettre, on va dire, en abîme la potentialité que notre Terre est en danger à travers... Bon, c'est un peu compliqué. Ce synopsis qui est difficile à faire sans trop spoiler, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux personnages vont vivre des aventures entre le monde réel qui est le nôtre et Tomorrowland, qui est peut-être plus connecté qu'on le croit à la Terre. Voilà. Et sans spoiler, du coup, on verra après, mais déjà, ton avis, mon cher Nightmare, si on en parle ensemble, déjà, c'est que d'une, tu vas organiser, enfin, tu es en train d'organiser un tournoi film live action Disney, il sera dedans. Et de deux, je Oui. crois que tu apprécies un tantinet ce métrage, dis-nous tout. Alors, un tantinet est un doux euphémisme puisque il n'est ni plus ni moins qu'un de mes films préférés. Que tu as découvert très jeune au cinéma, peut-être? Enfin, très jeune, oui, oui, tu étais jeune quand même. Je l'ai découvert quand même assez sur le tas, hein. Je l'ai Ah oui. découvert genre deux ans après. J'ai dû le découvrir 2 ans après sa sortie au cinéma et je regrette amèrement de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que je trouve ce film purement incroyable. D'accord, et là, je sens que tu trépignes à l'idée de savoir mon avis. Un petit Alors, peu, oui. Je j'ai... pense que ce sera pas aussi enthousiaste Ouais. que moi. Alors, disons que j'avais vu à l'époque, en 2016, hein, à sa sortie physique, pas au cinéma. Ouais, j'étais passé dessus comme ça, en mode détente, mais je n'avais rien retenu. Bizarrement, c'est très étrange parce que quand tu m'en as parlé et tout, je savais que je l'avais vu, mais il fallait que je le revoie. Voilà qui est fait, je l'ai revu. Et c'est un film particulier que je ne déteste pas, attention, hein, je préfère être précis là-dessus. Il y a des très bonnes choses, mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'avec ce métrage, Disney marche entre deux eaux. J'apprécie l'idée qu'on venait ici un film de science-fiction optimiste. C'est très rare, hein, normalement, voilà, c'est apocalypse et tout, même s'il y a quand même, on va dire, quelque part un message sous-jacent qui peut être négatif aussi, hein. Mais t'as l'impression d'une grandeur et d'une ambition dans ce film qui part très très bien, hein. Les premières minutes sont royales, hein, notamment ce plan séquence quand on arrive, enfin quand notre personnage fille principale, hein, Casey Newton, découvre Tomorrowland sans en dire plus. Il y a un truc, ça dure 5-6 minutes, on voit à peu près tout l'univers. C'est très riche. Et puis on avance dans le film, bon, il y a l'humour, cahier des charges, bon là encore on peut toujours dire ce qu'on veut dessus, etc. Mais j'ai un peu, moi, en fait ce film pour moi, dans sa seconde partie, s'effondre un peu sur lui-même et j'ai de gros bémols sur la fin. Mais ça on y reviendra en zone spoiler. Mais je salue l'idée derrière, parce qu'on sent qu'il y avait une tentative d'aller plus loin. Et t'as l'impression qu'en fait c'est un film pour moi un petit peu schizophrène, qui veut vraiment oser des choses, mais qui ne va pas au bout.
C'est un peu le syndrome Disney parfois. On sent quand même qu'il y a des idées derrière. On prend ici un gars qui s'appelle Brad Bird, qui a vraiment fait de très bons films, notamment Le Géant de Fer, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai d'ailleurs revu à la hausse. Parce que voilà. Et je pense que c'est le genre de métrage qu'on peut aussi revoir à la hausse, d'autant plus qu'il s'inscrit dans une thématique actuelle. On y reviendra sur le propos. Mais je sais pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire sur le fait que... Bon, j'imagine que le début, pareil, toi, t'as été émerveillé, mais toi, t'as réussi à rester accroché de A à Z. Explique-nous pourquoi et comment, parce que voilà, moi, ça m'intéresse. Savoir à quelle limite, justement, il y en a un qui va rester accroché et l'autre qui va un peu décrocher, par exemple. Personnellement, ce que j'aime beaucoup dans La Poursuite de demain, bon, déjà, il y a la qualité technique qui n'est pas approuvée. Tu l'as mentionné, mais le plan séquence qui fait vraiment découvrir, qui fait vraiment qu'on découvre en long, en large et en travers le pays le pays, vite dit, le fait de découvrir Tomorrowland avec le personnage de Casey, je trouve ça vraiment admirable parce que c'est vraiment essayer. On voit et on comprend facilement que c'est tourné sur fond vert, mais étant donné que c'est un peu assumé dans la diégèse du film, tu vois que c'est pas vraiment vrai. Oui. Ça passe déjà bien, mais en plus, au niveau d'effets spéciaux, c'est impeccable. Mais voilà, il y a vraiment un côté, enchanteur. C'est peut-être parce que je m'identifie beaucoup. Ce qui fait que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que je m'identifie beaucoup à la philosophie qu'il dégage, à savoir essayer d'être un rêveur optimiste. Oui. Je pense que c'est ça qui fait que j'accroche autant au film et au fait de... difficile d'en parler sans spoiler, mais difficile... c'est ça, c'est l'idée d'y croire. Le fait d'être confronté vraiment à la nature humaine, on va dire... Oui. Vers la deuxième moitié du film, aux conséquences de nos actes en tant qu'être humain, je trouve que c'est un film qui est important, qui fait au moins réfléchir, tu vois. Oui, bien sûr. Sur ce qu'on vit actuellement. Et pour moi, c'est un film non seulement qui fait du bien, qui est porteur quand même d'espoir par rapport au fait que oui, même si on le sait que le monde va mal, il y a des gens qui essayent de faire changer les choses. Et ça fait du bien de voir un film de science-fiction comme ça qui ne dit pas juste le monde a échoué et s'est écroulé. Oui, et c'est là-dessus aussi que je trouve qu'il y a cette ambivalence, c'est que d'un côté c'est très bien l'optimisme, tout ça, et faire réfléchir les gens, qu'il y a des personnes qui peuvent changer les choses, il faut toujours y croire, et peut-être aussi ce message envers... C'est peut-être pas une pique, mais quand même, la plupart des films de science-fiction d'anticipation, c'est un drame futuriste, il y a toujours catastrophe et tout. Là, on essaye d'aller ailleurs. Mais de l'autre côté, je me demande si c'est pas un peu présenté de façon naïve aussi. Alors, il faut une forme de naïveté, peut-être aussi, dans ce genre de film, pour attirer les enfants, les faire rêver, justement. C'est pour ça que c'est un film qui va se destiner à tout le monde, mais qui est très enfantin aussi, ce que je peux comprendre, puisqu'il s'adresse à une nouvelle génération. Il y a un des messages, c'est clairement, voilà, vous avez la clé en main, peut-être vous les jeunes, bougez-vous. Ça colle très bien avec ce qui se passe dans l'actualité, les marches pour le climat, tout ça. Il y a cette tonalité-là, mais enrobée d'un truc à la Disney où on sent qu'il y a des moments où ça fait un peu artificiel, ce qui est normal, puisque Tomorrowland, en même temps, c'est un monde potentiellement artificiel, d'où la justification peut-être des fonds verts, en effet. Mais... Tu vois, c'est pour ça, moi j'ai du mal à totalement croire en l'ensemble, même s'il y a des bons sentiments derrière, et on voit que c'est un film bienveillant. Mais au final, on y viendra à la zone spoiler, est-ce que justement la conclusion ne fait pas trop... est-ce que le message va vraiment bien passer? Cependant, il y a un truc quand même qui est bien dans le film, c'est vraiment un film qui marche sur les ambivalences et les oppositions. C'est ces deux personnages principaux qui s'opposent et se complètent bien. Donc il y a la rêveuse optimiste, qui nous est bien présentée d'ailleurs. Elle veut sauver le travail de son père, elle y croit. Même à l'école, elle pose des questions que les autres élèves n'osent pas poser. Moi, ça me rappelle, c'est bien, ça me rappelle mon boulot. À un moment, on parle des dystopies. Je fais étudier des dystopies à mes élèves. Et elle va dire, oui, mais comment on fait pour changer tout ça? Bonne question, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, cette scène où, où Casey est confronté à plusieurs de ses professeurs qui parlent
de tous les problèmes qu'il y a dans notre monde, la surpopulation, la pollution et tout. Il y a un des profs qui parle de 1984, je crois, C'est ça. de George Orwell. Ouais. Et le prof en question, c'est Brad Bird, justement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène-là, c'est que Casey, du coup, qui est là à vouloir prendre la parole sans que les profs ne lui autorisent, dès qu'on lui donne la parole, la première chose qu'elle demande, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. C'est Ouais. genre, c'est bien d'énumérer tous ces problèmes, c'est bien de nous en faire prendre conscience, mais c'est pas suffisant de juste nous éveiller à ces problèmes. C'est dites-nous ce qu'on peut faire pour les régler, ces problèmes. Alors c'est intéressant, ouais. Ça, c'est bon. J'aime beaucoup cette personnalité vraiment dévouée envers la bonne cause de Casey. Et c'est là d'ailleurs que le film ose quelque chose, c'est une nouvelle génération de films de science-fiction où on a eu beaucoup de dystopie en mode voilà ce qui pourrait arriver si. Mais là c'est plutôt ok, on sait ce qui pourrait arriver, mais que faire pour empêcher que ça arrive. Donc le message. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène du coup, c'est que comme du coup le personnage de Casey s'adresse à Brad Bird, donc au réalisateur, donc celui qui a pensé le film. Du coup, ça renvoie, pour moi, ça renvoie un petit peu le message de mettez-vous à ma place, tu vois. Je trouve que c'est ça que Brad Bird a voulu dire dans cette scène, c'est mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que vous lui répondriez vous à Casey? Ah, Et je trouve ça juste, ce petit détail, je trouve qu'il est brillant. C'est vrai, bah maintenant que tu le dis que c'est Brad Bird, c'est vrai que je me suis dit, ce monsieur, je l'ai vu quelque part. Mais c'est peut-être bêtement ça, dans des interviews et autres. Et donc, on a Casey d'un côté, et puis le personnage de George Clooney, qui fait l'intro du film, où il est petit garçon, dans une foire d'exposition dans les années 60, où, voilà, c'est l'inventeur, il a un jetpack et tout, et qui, lui, malheureusement, n'a pas su garder cet optimisme. Et qui est un petit peu, il représente un petit peu les fans de ces films d'antan, un peu dystopiques et tout. C'est marrant parce que tu as l'impression à la fois qu'il y a une pique envers les vieux spectateurs, ces spectateurs en mode vieux con réact, ça me fait marrer parce que tu peux avoir cette lecture là, mais en même temps non, parce que les deux vont finir par s'entraider évidemment, avec une narration bizarre, où il y a ce compte à rebours et puis par flashback et tout, bon, faut que ça se mette en place quoi, mais à la rigueur ça se justifie. Et il y avait autre chose que je voulais aborder avec toi avant les spoilers, parce que là on va quand même se lâcher sur les spoilers, c'est qu'on a la patte Brad Bird quand même, c'est que on voit que le monsieur... Alors, j'ai pas vu son Mission Impossible. Je le verrai probablement avant la sortie du prochain. On voit que le monsieur est passé par l'animation avant, parce qu'il a une créativité de mise en scène où il transcende le live action quand même, hein, avec Tomorrowland. Notamment, quand on passe du monde réel à Tomorrowland avec le Pins, c'est pas mal quand même ça visuellement. Je sais pas ce que t'en penses, mais on voit qu'il y a de l'animation dans sa tête, quoi. Il y a beaucoup de bonnes idées au niveau visuel, c'est sûr. Et c'est sûr que l'univers de Tomorrowland, ça déborde d'idées, et tu sens que c'est un truc qui aurait tellement pu aussi passer en animation, mais ça aurait passé crème. Ah oui. Et ouais, non, tu sens que vraiment il y a un immense potentiel qui est exploité à sa juste valeur en ce qui me concerne. Et c'est d'ailleurs là où j'ai la petite frustration, j'aurais aimé en voir plus justement sur cet univers, mais après voilà, il y a forcément la quête, le périple, il faut trouver... Voilà, à un moment, ils doivent aller à Paris, sans en dire plus, on va développer ça en spoiler, mais ça permet une nouvelle esthétique qui est intéressante, qui nous rappelle des choses, hein, nous-mêmes français d'ailleurs. Et tu vois, il y avait un cahier des charges, il fallait aller quelque part, et à un moment, tu aurais presque aimé que ça soit plus centré sur l'univers présenté. Mais bon, ça, en même temps... Et il y avait autre chose... Ah oui, si, alors sur l'humour quand même, bon, souvent le cas avec Disney, on est un peu dans l'autoréférence. Je crois qu'il y a même, il me semble qu'il y a le géant de fer qui traîne à un moment. Non, ah non, c'est un truc des Indestructibles qui apparaît à un moment. Mais il y a tout ce passage là dans une sorte de boutique Star Wars. Bon, on voit qu'il venait d'acquérir les droits. Star Wars, mais c'est une boutique de pop culture, mais, oui. Mais ouais, j'avoue que moi c'est un peu un microcosme à la Ready Player One, on va dire. C'est ça, très référentiel. C'est bourré d'easter eggs, mais jamais ça ne va dans la gratuité en mode regardez, on fait une référence. C'est vraiment, voilà, c'est une boutique avec un univers pop culture, ouais. Et ça passe bien. Et à un moment où j'ai pensé au géant de fer, c'est quand le petit Frank, hein, quand il est jeune, va faire fonctionner son jetpack enfin grâce à un robot. T'as un peu l'impression de retrouver un peu l'ambiance géant de fer là-dessus. Mais on voit que Brad Bird est un rêveur.
à travers ce film. On l'a vu dans Le Géant de Fer. Donc il y a une logique et tout. Mais maintenant, on va y aller quand même dans la zone spoiler. Il y a beaucoup de choses à dire. Notamment sur le méchant. Bah oui, parce que Hugh Laurie, au final, c'est le méchant. C'est le président de Tomorrowland. Je ne sais pas, président ou pas. Il y a un moment, ouais, c'est ça. Et à un moment, on comprend que lui aussi, il en a marre des êtres humains. Enfin, c'est très ambivalent avec le sujet du film, quand même. Optimisme et Alors, tout, y croire. le truc, c'est qu'il faut bien le préciser pour les gens, quand même, qui n'ont pas peur des spoilers, c'est que il y a avant le monde de Tourmaland et le monde classique, on va dire, était connecté et il y avait des échanges qui étaient faits. Et à un moment, le personnage de David Nix, qui est joué par Hugh Laurie, a décidé de fermer, de couper les contacts parce que justement notre monde partait à la dérive et était selon lui irrécupérable. C'est ça. Donc là, ça rejoint le discours pessimiste de films précédents dans le genre, peut-être. Mais à un moment d'ailleurs, il explique tout dans un discours qui est à la fois très bien dans sa didactique, son speech, mais un peu facile, genre, allez hop, on se pose, je te fais mon grand discours de méchant, et après, on conclut le film avec le robot Athéna, parce que la petite fille Athéna est un robot, bon ça on le sent très vite quand même, qui est presque plus humaine que beaucoup d'êtres humains, en soi, c'est aussi intéressant. Et à cette fin précipitée, sacrifice, bombe, bon, ça... On sent que malheureusement sur le final il aurait peut-être mérité un petit build-up en plus, mais il fallait le conclure le film. En fait, c'est le genre de film que t'as pas envie de conclure quelque part, et il fallait le finir. c'est ça. Mais peut-être un petit peu. Mais j'aime beaucoup du coup le fait que le combat de fin se fasse surtout sur un plan philosophique. Bien sûr. Que vraiment il y a une petite scène d'action vers la fin, mais le gros du combat, le gros du climax, c'est surtout David Nix qui est un pessimiste qui est un pessimiste convaincu vraiment, et Casey Newton qui du coup elle est une rêveuse optimiste et qui par la force de sa volonté, de son envie de vouloir faire bouger les choses, va réussir à créer une ambiguïté sur la condamnation évidente de notre monde. Ouais. Elle a réussi à convaincre Franck. C'est ça qui est génial, c'est que du coup, le simple fait d'ébranler vraiment le pessimisme de David Nix, qui jusque-là a été, mais genre, à l'épreuve de toute argumentation, ça fait que le personnage de Frank Walker, qui lui est plutôt gris, c'est-à-dire que vraiment c'était lui aussi un rêveur optimiste, mais qui a fini par devenir défaitiste, va retrouver le chemin de la lumière, si on peut dire ça comme ça. C'est marrant parce que c'est vrai, c'est un personnage un peu gris joué par George Clooney avec sa chevelure poivre et sel. Ça colle bien en fait. Il y a un très bon casting là-dessus, j'ai envie de dire. D'autant plus que depuis George Clooney, il a fait un film, je crois qu'il l'a réalisé lui-même, là, Minuit dans l'univers, qui parle un peu aussi potentiel fin du monde entre optimiste et pessimiste, etc. Donc c'est marrant, ça l'a peut-être marqué ce rôle en fait. Mais avant tout cela, avant d'arriver à Tomorrowland, il y a quand même, pour moi, un truc qui est marquant, mais là aussi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé, mais bon, si on commence à tout pousser, le film il fait 4 heures, et il n'y a pas la place, peut-être qu'il aurait fallu plusieurs parties en fait, une saga, peut-être Tomorrowland, mais bon, déjà il y a eu un film, et malheureusement il n'a pas très bien marché, c'est le passage à Paris, parce que, eh oui, on apprend la base donc, de tout ça, c'est une création, une passerelle qui a été créée par Gustave Eiffel, Thomas Edison, Nikola Tesla, même il y a carrément une pub pour Tesla, je ne sais pas si Elon Musk a balancé de l'argent dans le projet, c'est indirect. Je crois qu'il n'était pas encore la superstar qu'il était à l'époque. C'est vrai, mais bon, du coup ça fait rire maintenant, parce que c'est vrai que Tesla, ils essayent de s'occuper de l'avenir de la planète, enfin j'espère en tout cas, et du coup il y a tout ça, et puis le côté steampunk de la Tour Eiffel. Voilà, alors, dédicace si un jour il passe par là, il faudra qu'il voit le film avant, parce que sinon il verra pas la vidéo, à Landy Manchet du ciné, qui aime bien les représentations de la Tour Eiffel dans les cinémas, là il sera servi. Il faut lui conseiller ce film, rien que pour ça. Parce que la Tour Eiffel, à un moment elle s'ouvre, pouf, pour aller à ce truc à Tachyon et tout, pour aller à Tomorrowland. C'est fascinant ça. Décidément, la Tour Eiffel, dans la science-fiction, elle a beaucoup d'importance. D'ailleurs, il y a aussi Jules Verne qui a participé à la conception du truc. C'est pas la première fois que la Tour Eiffel est clé dans un truc mondial. Je crois qu'il y a eu récemment Men in Black International.
Oui, aussi, que j'ai pas vu. Bon, c'est beaucoup plus oubliable comme Voilà. film de science-fiction. Sinon, il y a une série qui s'appelle France 5, une web série que vous pouvez trouver sur YouTube, où alors la Tour Eiffel, elle est au centre de nous, hein. Ça se passe à Paris en plus. Mais je pense que tu as beaucoup aimé ce passage aussi à Paris. Oui. Parce que, avec les robots Mais qui. oui, effectivement, c'est aussi un passage. C'est pas forcément celui que je retiens le plus, Oui. mais ouais. Et en parlant de passerelle, je vais revenir un petit peu aussi sur l'introduction, puisqu'on va parler de l'autre passerelle qui est au tout début du film, qui est l'attraction It's a Small World, la fameuse. Ah bah oui. La vraie. Enfin, Et la vraie. honnêtement, je trouve que c'est un très bel hommage quand même au travail de Walt Disney, qui était véritablement un passionné, qui avait vraiment envie de créer qui avait vraiment envie de créer le rêve. Bon, il n'était pas tout blanc non plus, le bonhomme, mais Ouais, c'est ça. c'est vraiment une très belle référence, un très bel hommage, et ça montre bien que Brad Bird a bien compris quelle était la force du studio Disney, qui, on va pas se le cacher, cette année, il est pas au sommet, de son potentiel, Disney. C'est compliqué parce que Disney, ces derniers temps, avec ses dernières productions, c'est un peu ambivalent. On sait pas trop si ça joue avec une forme de cynisme ou s'il y a vraiment des tentatives de quelque chose. Et ce film, t'as un peu l'impression que t'as Brad Bird derrière qui croit, qui est à fond, mais t'as quand même la production Disney derrière. On sait pas trop s'ils font ça pour se faire mousser. Tu vois, ce petit doute. Alors c'est peut-être parce que voilà, c'est notre perception aussi. Après, il y a eu le scénario qui a été retouché par Damon Lindelof aussi, qui est quand même un grand monsieur scénaristique, hein. Il a fait Lost, les Leftovers et tout, mais en série, en film, ça a été plus compliqué pour lui, hein, visiblement. Mais bon, voilà. Et il y avait aussi, oui, un dernier truc. Bon, ça, je crois que même vraiment, on peut la refermer la zone spoiler là-dessus, parce que on referme la zone spoiler sur le visuel de Tomorrowland en soi, de loin comme ça. T'as l'impression que c'est le visuel du logo Disney, quoi. Forcément, c'est auto-référencé. T'as l'impression que c'est un monde Disney avant l'heure, hein, Tomorrowland, de toute façon. Ils en jouent un petit peu avec justement le logo au début du film, Oui. il me semble. Oui. Donc, bah, c'est ça, c'est voilà, une sorte. C'est la belle. Je pense que ça a été un petit peu pensé de la sorte, mais que ça a été aussi retravaillé Ouais. de sorte à ce que ça ait quand même sa personnalité. Le logo de base, je crois que c'est la Belle au Bois dormant, il me semble, hein. Ouais. Voilà. Donc là, ça dépend lequel. Oui. Et là, ils ont juste rajouté les plus hautes tours de Tomorrowland, qui en soi est un design intéressant. D'ailleurs, la façon dont c'est entouré d'un champ de blé qui appelle à l'harmonie et à la paix, quoi, quelque part. Bon, après, on passera à des éventuelles incohérences, mais ça, on sait pas trop, parce qu'à un moment, elle voyage un peu très vite, elle se prend rien dans la gueule, alors que sur certains voyages, ça s'arrête net quand elle cogne quelque chose dans la réalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire, peut-être. Sur le plan séquence, bizarrement, elle arrive à voyager beaucoup. Je sais pas si elle fait le tour du monde sur la planète en même temps. Ouais, voilà, mais bon, c'est pour le coup, ça joue plus sur la suspension d'incrédulité voilà, profite de la beauté de la scène et et est-ce que tu acceptes le fait que elle a réussi à se déplacer dans le vrai monde sans rien se manger dans la gueule? Bah en fait, je m'étais posé. Après, si la scène fonctionne bien sur toi, tu te poses pas ce genre de questions. Après, je m'étais pas posé la question jusqu'au moment où après on la voit dans la voiture, elle joue avec le pins avec son père à côté. Je dis ah oui, mais en fait, du coup, ou alors c'est que si tu te déplaces sur le réel que tu vas te déplacer en même temps en Tomorrowland et pas l'inverse. On peut toujours imaginer ce qu'on veut. Et à la rigueur, t'as raison, on s'en fiche. Voilà, l'important est ailleurs, dans le rêve et l'optimisme. Mais bon. Du coup, comment conclurait-il ton avis sur le film? Je crois quand même que là, parmi tous les live-action Disney que tu as vus dans ta vie, est-ce que c'est ton préféré? Franchement, tu peux nous le dire. Là. Honnêtement, je pense que c'est mon préféré. Ça peut se jouer peut-être avec un ou deux autres films, genre peut-être Pirates des Caraïbes 3 et probablement un film me pèse, je sais pas lequel, mais quelque chose du genre, ça doit pouvoir se jouer. Dans ces films-là, mais c'est incontestablement un de mes films préférés dans les films live-action Disney, mais aussi dans mes films préférés tout court. Ouais. Et alors je peux comprendre qu'on n'adhère pas trop parce que voilà, c'est un film qui critique un petit peu tous les problèmes de notre société et notamment le capitalisme, et voir un film Disney qui critique le capitalisme,
Je vous présente l'hôpital, je vous présente la charité. Je reviendrai pas sur mais, le Dumbo. pour moi, je le vois surtout comme un film de Brad Bird qui a voulu transmettre toute son envie de rêver, d'espérer un monde meilleur. Et c'est un film qui fait profondément du bien. Même si c'est pas forcément un film que vous porterez dans votre cœur, pour moi, c'est un film qui est important de voir au moins une fois pour bien l'apprécier à sa juste valeur, vraiment, au moins son message. Alors voilà, moi je reviendrai pas sur un film que t'as pas aimé, hein, ça je le sais, hein, mais ça fera un débat un jour. Le Dumbo de Tim Burton, qui donnait l'impression aussi qu'il y avait une critique, mais là directement contre Disney, on savait pas trop. C'était de l'autodérision, Burton a voulu jouer là-dessus, on saura jamais peut-être. Mais bon, ça, c'est une autre... Si tu veux, on peut le critiquer ensemble. Mais tu sais, je l'ai déjà fait, mais si tu veux, un jour sur ta chaîne, on pourra parler de Dumbo. On pourrait être drôle. Ah, Ça pourrait être drôle. J'ai déjà donné alors. J'ai déjà Oui, donné. c'est vrai, oh là là. Mais peut-être un jour, à travers un live, on sait pas quoi, hein, sur les live action de Disney, ça pourrait être intéressant, tiens, comme idée. Mais bon, pour moi, personnellement, sur ce Tomorrowland, je suis mitigé, mais je salue l'idée de l'optimisme. Et je dirais surtout que c'est un film qui, 6 ans après, est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. C'est quelque chose à montrer, quand même. C'est un film qui ne va pas vieillir d'ici de sitôt, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est peut-être bien. Je me demande si Greta Thunberg a vu ce film. Question. C'est pas idiot. Ma question est pas idiote. On va peut-être chercher là-dessus. C'est possible, mais ouais, on peut faire le lien entre les deux facilement. On pourrait, mais bon. En tout cas, voilà, bon, j'étais content d'en parler avec toi de ce film. J'aurais pu éventuellement en faire une vidéo seule, mais déjà, c'était pas prévu. Je voulais en parler avec toi. Mais c'est encore plus intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a adoré un film, avec lequel tu peux avoir des réserves et tout. Mais c'est ça qui est intéressant dans les échanges. On peut des fois être d'accord et tout, mais quand on n'est pas trop d'accord, voilà. Et puis, c'est à vous dans les commentaires maintenant de dire si vous avez aimé ou pas ce film. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de divisions. Mais voilà, Brad Bird, hein, en tout cas, depuis il a fait Les Indestructibles 2. Je ne sais pas quel sera son prochain projet d'ailleurs, mais bon, à voir. En tout cas, j'étais ravi d'en parler avec toi, cher ami. Et Moi, ça fait toujours plaisir d'être là sur cette chaîne à discuter avec toi de films que j'aime ou que je déteste. oui, c'est déjà arrivé. Le fait de parler de cinéma avec toi, ça me ravit toujours. Le plaisir est partagé. Et puis allez voir la chaîne de Nightmare et aussi le Twitter, parce que, voilà, on ne sait pas quand, mais à un moment, il va y avoir des votes. On n'en dit pas plus sur ce tournoi live action, en espérant que ce soit des bons films. Promis, je vais essayer d'être plus actif sur ma chaîne. Promis, je vais essayer. Il faut prendre son temps, hein, à l'envie, au feeling, hein, c'est comme ça que ça marche aussi. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. La prochaine. See you tomorrow. Ciao. Ciao.